Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j'en éprouvais, tandis que je restais seul à rêver un peu à l'écart, me faisaient tant souffrir que pour ne plus les ressentir, de lui-même par une sorte d'inhibition devant la douleur, mon esprit s'arrêtait entièrement de penser aux vers, aux romans, à un avenir poétique sur lequel mon manque de talent m'interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup, un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin me faisaient arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient, et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher au-delà de ce que je voyais quelque chose qu'ils m'invitaient à venir prendre et que malgré mes efforts je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, à tâcher d'aller, avec ma pensée, au-delà de l'image ou de l'odeur. Et s'il me fallait rattraper mon grand-père pour suivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre, qui, sans que je pusse comprendre pourquoi, m'avait semblé pleine, prête à s'entr'ouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins, elles me donnaient un plaisir irraisonné, l'illusion d'une sorte de fécondité, et par là me distrayaient de l'ennui, du sentiment de mon impuissance que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de couleur, de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardai pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. Par bonheur, mes parents m'appelaient. Je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat. Alors je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum, bien tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d'images sous lesquelles je la trouverais vivante, comme les poissons que les jours où on m'avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier couvert par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison, je songeais à autre chose, et ainsi s'entassait dans mon esprit une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie, que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Une fois pourtant où notre promenade s'étant prolongée fort au-delà de sa durée habituelle, comme l'après-midi finissait, le docteur Percepied, qui passait en voiture à bride abattue, nous avait reconnus et fait monter avec lui, j'eus une impression de ce genre et ne l'abandonnai pas sans un peu l'approfondir. On m'avait fait monter près du cocher. Nous allions comme le vent parce que le docteur avait encore, avant de rentrer à Combray, à s'arrêter à Martinville-le-Sec chez un malade, à la porte duquel il avait été convenu que nous l'attendrions. Au tournant d'un chemin, j'éprouvais tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre à apercevoir les 2 clochers de Martinville sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place. Puis celui de Vieux-Vic, qui séparait d'eux par une colline et une vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d'eux. En constatant, en notant la forme de leurs flèches, le déplacement de leurs lignes, l'ensoleillement de leur surface, je sentais que je n'allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu'il semblait contenir et dérober à la fois. Les clochers paraissaient si éloignés, et nous avions l'air de si peu nous rapprocher d'eux, que je fus étonné quand quelques instants après nous nous arrêtâmes devant l'église de Martinville.
Je ne savais pas la raison du plaisir que j'avais eu à les apercevoir à l'horizon, et l'obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible. J'avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil, et de n'y plus penser maintenant. Et il est probable que si je l'avais fait, les 2 clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d'arbres, de toits, de parfums, de sons que j'avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu'ils m'avaient procuré et que je n'ai jamais approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous repartîmes. Je repris ma place sur le siège. Je tournai la tête pour voir encore les clochers qu'un peu plus tard j'aperçus une dernière fois au tournant d'un chemin. Le cocher, qui ne semblait pas disposé à causer, ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute d'autre compagnie, de me rabattre sur celle de moi-même et d'essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt, leurs lignes et leur surface ensoleillée, comme si elles avaient été une sorte d'écorce, se déchirèrent. Un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut. J'eus une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant avant, qui se formula en mots dans ma tête. Et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru que, pris d'une sorte d'ivresse, je ne pus plus penser à autre chose. À ce moment, et comme nous étions déjà loin de Martainville, en tournant la tête, je les aperçus de nouveau, tout noirs cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments, les tournants du chemin me les dérobaient, puis ils se montrèrent une dernière fois, et enfin je ne les vis plus. Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martainville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m'était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composais malgré les cahots de la voiture, pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que j'ai retrouvé depuis et auquel je n'ai eu à faire subir que peu de changements. Seul s'élevant du niveau de la plaine et comme perdu en rase campagne, montaient vers le ciel les 2 clochers de Martainville. Bientôt nous en vîmes 3, venant se placer en face d'eux par une volte hardie. Un clocher retardataire, celui de Vieux-Vic, les avait rejoints. Les minutes passaient, nous allions vite, et pourtant les 3 clochers étaient toujours au loin devant nous, comme 3 oiseaux posés sur la plaine, immobiles, et qu'on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieux-Vic s'écarta, prit ses distances, et les clochers de Martainville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant, que même à cette distance, sur leur pente, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d'eux que je pensais au temps qu'il faudrait encore pour les atteindre, quand tout d'un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds. Et ils s'étaient jetés si rudement au-devant d'elle qu'on n'eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter au porche. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Martainville depuis un peu de temps, et le village, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu, que restés seuls à l'horizon à nous regarder fuir, ces clochers et celui de Vieux-Vic agitaient encore en signe d'adieu leur cime ensoleillée. Parfois l'un s'effaçait, pour que les 2 autres puissent nous apercevoir un instant encore. Mais la route changea de direction, ils virèrent dans la lumière comme 3 pivots d'or et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin, qui n'étaient plus que comme 3 fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux 3 jeunes filles d'une légende abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin, et après quelques gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, charmante et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je ne repensais jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand, au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martainville, je finis de l'écrire, je me trouvais si heureux. Je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux,
que comme si j'avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête.